Bonjour, bienvenue dans ce 5e module dédié aux techniques de l'écoute active. L'objectif de ce module est de vous permettre d'acquérir les différentes techniques et outils d'une bonne écoute active. Visualisation de ce module devra vous demander 1 heure. Nous allons successivement vous présenter quelques données sur les différents niveaux d'écoute active, sur les attitudes d'une bonne écoute active, sur les techniques de l'écoute active, sur les outils de l'écoute active, sur le langage corporel et les expressions faciales et sur la synchronisation non verbale. Pour conclure, un quiz permettra de tester vos acquis. Après avoir évalué vos compétences réelles en écoute active, en utilisant certaines méthodes de développement personnel et d'accompagnement, telles que la programmation neurolinguistique, méthode parent-enfant, méthode DISC, vous pouvez facilement déterminer l'écart entre la norme et votre pratique réelle. Il faut savoir que cette méthode d'auto-évaluation vise à vous amener à prendre conscience de vos propres pensées, émotions et comportements afin que vous puissiez améliorer vos pratiques professionnelles pour atteindre vos objectifs. L'écoute active n'est pas une compétence uniquement innée, mais elle peut être acquise par le biais de la pratique professionnelle avec des confrères compétents ou avec de la formation. L'écoute active est un processus qui renvoie à un ensemble de postures, d'outils et de techniques mis en œuvre d'une certaine manière selon une situation donnée. En tant qu'architecte et chef d'orchestre dans tous vos projets, il est important pour vous de maîtriser ce processus car cela favorise des relations interpersonnelles saines, une communication efficace et une compréhension mutuelle avec vos interlocuteurs. Votre réussite est intimement liée au type d'écoute que vous employez et à votre maîtrise des techniques et des outils de l'écoute active. Il existe plusieurs niveaux d'écoute. Choisir le niveau d'écoute qui sera le mieux adapté à la situation de votre interlocuteur permet de refléter votre degré d'engagement dans la prise en charge de votre interlocuteur et d'adapter son niveau d'écoute et sa situation. Donc le niveau 1, l'évaluation, c'est l'évaluation. Si vous êtes centré sur vous-même, l'écoute va se situer dans un niveau d'évaluation de la personne ou de la situation de l'interlocuteur. Il va donc porter un jugement sur cette dernière. Ce niveau d'écoute présente un intérêt lorsque vous souhaitez également évaluer l'interlocuteur ou lui proposer un feedback. Il peut cependant générer un certain degré d'inhibition chez l'interlocuteur, voire de la culpabilité et un sentiment de révolte qui le conduit à se braquer. Le deuxième niveau, c'est l'interprétation. Vous proposez à votre interlocuteur une analyse de ses propos afin de mettre en exergue une signification cachée des aspects qui lui auraient échappé. Ce niveau d'écoute permet de s'assurer que les paroles de votre prospect ont bien été comprises. Quant au niveau 3, c'est la suggestion et le conseil. Dans le cadre du niveau 3 d'écoute, vous indiquez à votre interlocuteur ce qu'il devrait faire lorsqu'il n'a pas la compétence pour choisir lui-même. Ce niveau d'écoute peut s'avérer pertinent pour aider un interlocuteur à prendre une décision, mais il génère une certaine dépendance. L'interlocuteur peut alors avoir le sentiment qu'il n'est pas capable de se débrouiller seul. Donc, sans une aide directe de votre part, il n'arrive pas à ses buts, à réaliser ses buts et ses choix, et faire des choix. Le niveau 4, c'est l'écoute active. Donc c'est un concept développé à partir des travaux de Carl Rogers. Cette technique d'échange consiste notamment à utiliser le questionnement et la reformulation pour s'assurer que l'on a compris son message. Avec l'écoute active, vous commencez à se décentrer de vous-même et de se recentrer sur votre interlocuteur en posant des questions ouvertes, en reformulant régulièrement, en essayant de connaître son avis. Ce niveau d'écoute doit être privilégié lorsque l'interlocuteur peut trouver lui-même une solution et une situation délicate. Le niveau 5,
C'est une posture qui consiste à aller au-delà de ce qui est dit explicitement pour pouvoir capter les signaux émotionnels de l'autre et de leur donner un sens. Vous avez, donc en fait, c'est l'écoute avec empathie. Donc cette écoute avec empathie consiste à s'intéresser sincèrement à son interlocuteur, à écouter des opinions, ses faits et son ressenti et à les reformuler à différents niveaux. Ce niveau d'écoute s'impose lorsque la charge émotionnelle est forte. Il convient alors d'être attentif pour ne pas passer à côté du message exprimé par son interlocuteur. Il existe donc pas de niveau d'écoute universel, mais un niveau adapté et efficace en fonction de la situation, de la demande de l'interlocuteur et de son degré d'autonomie par rapport à la situation ou la problématique. Pour réussir en tant qu'architecte, il est très utile d'acquérir les attitudes d'une bonne écoute active. Selon Roger, les deux attitudes fondamentales de la non-directivité et de l'empathie devraient être prises en considération dans le contexte de l'écoute active. La non-directivité, c'est être centré sur l'autre, sans toutefois mettre de la pression ou influencer l'attitude de l'autre. L'empathie, c'est la capacité de s'inscrire dans le monde subjectif d'autrui pour le comprendre de l'intérieur. C'est vouloir vivre le monde intérieur de l'autre comme si c'était le nôtre. Avoir une bonne attitude, en fait, c'est incarner les trois postures fondamentales. Donc la première, c'est la considération positive inconditionnelle. L'autre a de la valeur, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse. L'autre a toutes les ressources en lui pour changer et atteindre son état désiré, formuler ses objectifs et trouver sa solution. Le deuxième point, c'est la congruence. C'est être sincère, être totalement aligné à ce que l'on pense, à ce que l'on dit, à ce que l'on ressent et à ce que l'on fait. Le troisième point, c'est l'empathie. C'est percevoir des émotions, valeurs et incroyances de l'autre, les accepter sans jugement et lui témoigner qu'on le comprend. Écouter activement, c'est écouter avec une attention totale et un esprit et un corps engagé. Et même si cela peut venir naturellement à certains, c'est aussi une compétence qui peut être perfectionnée par la pratique. Les techniques d'écoute active vous aideront à acquérir des compétences dans ce domaine, afin que vous puissiez vous assurer que vos interlocuteurs se sentent respectés, compris et entendus, et qu'ils sentent à leur tour que vous êtes profondément engagé et attentif. Votre objectif en tant qu'architecte est de vraiment comprendre le discours de votre interlocuteur, indépendamment du fait que vous soyez d'accord ou pas, et de lui communiquer cette compréhension afin qu'il puisse confirmer l'exactitude de votre compréhension. Il existe 7 principales techniques d'écoute active. La première, c'est il faut faire preuve de disponibilité. L'écoute active nécessite d'être pleinement présent dans la conversation. Cela vous permet de vous concentrer sur ce qui est dit. Être présent implique d'écouter avec tous vos sens et d'accorder toute votre attention à l'orateur. Pour cela, rangez votre téléphone portable, ignorez les distractions et concentrez-vous sur votre interlocuteur. La deuxième technique, c'est il faut faire attention aux signaux non-verbaux. Sachez que 65% de la communication d'une personne est tacite. Prêtez attention à ces indices non-verbaux. Ils peuvent vous en dire beaucoup sur la personne et sur qu'elle essaie de dire. Il parle vite, par exemple, cela pourrait être un signe qu'ils sont nerveux ou anxieux. S'ils parlent lentement, ils peuvent être fatigués ou ils essaient de choisir soigneusement leurs mots. Lors de l'écoute active, vos comportements non-verbaux sont tous aussi importants. Pour montrer à la personne que vous êtes vraiment à l'écoute, utilisez un langage corporel ouvert et non menaçant. Cela implique de ne pas croiser les bras, de ne pas sourire en écoutant, de se pencher et de hocher la tête au moment clé. Il peut également être utile de prêter attention à vos expressions faciales lorsque vous écoutez activement afin de ne transmettre aucun type de réponse négative. La troisième technique, c'est garder un bon contact visuel. Lorsque vous êtes engagé dans une conversation, une écoute active, il est particulièrement important d'établir un contact visuel. Cela indique à l'autre personne que vous êtes présent et que vous écoutez ce qu'il dit. Cela montre également que vous n'êtes pas distrait par quoi que ce soit
d'autres autour de vous. Pour éviter que la conversation semble bizarre, suivez la règle du 50/70, c'est-à-dire maintenir un contact visuel pendant 50% à 70% du temps passé à écouter en maintenant le contact pendant 4 à 5 secondes avant de détourner brièvement le regard. La quatrième technique, c'est l'inciter à approfondir ses propos. Poser des questions, oui ou non, produit souvent des réponses sans issue. Cela n'est pas utile pendant l'écoute active car cela empêche la conversation de se développer encore plus. Au lieu de cela, posez des questions ouvertes pour montrer que vous vous intéressez à la conversation et à l'autre personne. Voici des exemples de questions ouvertes que vous pouvez utiliser lors de l'écoute active. Pouvez-vous m'en dire un peu plus à ce sujet? Qu'avez-vous pensé de cela? Selon vous, quelle est la meilleure voie à suivre pour aller de l'avant? Comment pensez-vous que vous auriez pu réagir différemment? Les questions ouvertes encouragent les réponses réfléchies et expansives. C'est pourquoi elles sont souvent utilisées par les thérapeutes en santé mentale. La cinquième technique, c'est répéter pour confirmer. Une fois que la personne a parlé, dites-lui ce que vous avez entendu. Cette technique d'écouter activement garantit que vous avez capturé avec précision leurs pensées, leurs idées et leurs émotions. Cela aide également l'autre personne à se sentir validée et comprise, tout en minimisant les erreurs de communication potentielles. Une façon de répéter ce que vous avez entendu est de paraphraser. Par exemple, vous pourriez dire, en d'autres termes, ce que vous dites, c'est que vous êtes frustré ou j'entends dire que vous êtes frustré par cette situation. Résumez ce que vous avez entendu et donnez à la personne la possibilité de dire si vous avez saisi son sens ou son intention. La sixième technique, c'est la patience. En fait, il faut être patient. La patience est une technique d'écoute active importante car elle permet à l'autre personne de parler sans interruption. Cela leur donne également le temps de dire ce qu'ils pensent sans que vous essayiez de finir leur phrase pour eux. Être patient implique de ne pas essayer de combler les périodes de silence avec vos propres pensées ou histoires. Il faut écouter pour comprendre, pas pour répondre. Autrement dit, ne préparez pas de réponse pendant que l'autre personne parle encore. Aussi, ne changez pas de sujet trop brusquement, car cela traduit l'ennui et l'impatience. La septième technique, c'est il faut rester neutre et ne pas porter de jugement dans vos réponses. Cela permet à l'autre personne de se sentir à l'aise pour partager ses pensées. Cela fait de la conversation une zone sûre où ils peuvent être sûrs qu'ils ne seront pas humiliés, critiqués, blâmés ou autrement reçus négativement. Les outils utilisés lors de l'écoute active sont de 4 ordres: la reformulation, les modes de questionnement, les silences et le questionnement pluridimensionnel. Nous allons les aborder successivement. La reformulation, qui est la première, le premier outil de l'écoute active, consiste à récapituler ou à résumer les propos de l'interlocuteur pour démontrer que vous avez bien compris ce qu'il a exprimé. Cela permet de démontrer votre engagement et votre attention et aide également à clarifier les informations et à éviter les malentendus. Il est donc important de reformuler en s'assurant de l'accord de la personne pour nous permettre d'évaluer et si la reformulation est valable ou insuffisante. Il conviendra également de manifester une grande prudence. C'est-à-dire, il faut utiliser certaines phrases telles que « si j'ai bien compris, un tel, etc. etc. » ou bien « arrête-moi si je me trompe » et vous terminez votre phrase, de nature à permettre à l'autre de se sentir libre d'effectuer un réajustement au cas où le compagnon serait dans l'erreur. Sachez qu'il existe plusieurs types de reformulation. Selon Roger, donc il y a la première, c'est la reformulation reflet miroir. C'est une technique d'écoute active qui implique de répéter les mots ou les sentiments exprimés par l'interlocuteur pour montrer une compréhension profonde et empathique.
Elle vise à valider les sentiments de l'autre personne et à lui montrer que vous êtes pleinement attentif à ce qu'il dit. La deuxième reformulation, c'est ce qu'on appelle la reformulation résumée. C'est une technique qui consiste à récapituler les points clés d'une conversation ou d'un discours afin de montrer une compréhension globale de ce qui a été dit. Elle permet de synthétiser les informations et de les présenter de manière concise, ce qui facilite la vérification de la compréhension mutuelle. Troisième type, c'est la reformulation cognitive, ce qu'on appelle aussi le recadrage. C'est une technique d'écoute active qui consiste à donner une nouvelle interprétation ou perspective à une situation ou à une pensée. Cette technique vise à aider l'interlocuteur à voir les choses sous un angle différent, souvent plus positif ou constructif. Le recadrage peut être utilisé pour aider à changer les perceptions, à résoudre des problèmes et à favoriser une réflexion plus ouverte. Il existe aussi la reformulation clarification. C'est une technique d'écoute qui vise à clarifier ou à obtenir des éclaircissements sur ce que l'interlocuteur a dit. Cela peut être utilisé lorsque vous avez besoin de comprendre en plus d'autres détails, une information, ou lorsque quelque chose n'est pas clair. La reformulation clarification aide à éviter les malentendus et à s'assurer que vous avez correctement saisi le sens des propos de l'autre personne. Le deuxième outil, c'est le questionnement. Donc, il y a plusieurs modes. Donc, les modes de questionnement sont des techniques utilisées pour poser des questions dans le cadre d'une communication. Ils peuvent être adaptés en fonction de l'objectif recherché, du type d'information souhaitée et du contexte de la conversation. En voici quelques types. Voilà. Donc, il existe généralement 3 modes de questionnement. Le mode ouvert, le questionnement ouvert, le questionnement fermé et le questionnement relais. Commençons par le questionnement ouvert. Ce sont des questions qui permettent une réponse détaillée et encouragent l'interlocuteur à s'exprimer librement, ce qui permet à la personne accompagnée d'aller vers la précision, d'avoir une perception et un regard exhaustif sur sa réalité subjective. Nous privilégions ce questionnement lorsqu'il offre l'avantage d'inviter l'autre à dérouler sa pensée et à y entrer en profondeur. Elle commence généralement par les mots tels que comment, pourquoi, quand et qu'est-ce que, par exemple. Comment te sens-tu à ce sujet? Ou quels sont les avantages de cette approche? Qu'est-ce qui t'a motivé ou a encouragé ou t'a obligé à faire cela, etc. Donc voilà quelques exemples aussi. Les caractéristiques de ce questionnement ouvert, ça encourage à l'expression, ça permet à explorer d'autres idées, ça stimule la réflexion et favorise la discussion et laisse la place à la créativité. Donc, les questions ouvertes favorisent l'exploration et l'approfondissement des idées en invitant l'interlocuteur à développer ses réponses et à fournir des exemples ou des explications supplémentaires. Par exemple, comment envisagez-vous d'aborder ce défi? Elle aide à stimuler la réflexion, à réfléchir davantage et à examiner différentes perspectives, ce qui peut favoriser une réflexion plus approfondie et une prise de conscience. Par exemple, on peut dire, pourquoi pensez-vous que cette approche pourrait être bénéfique? Elle favorise la discussion. Par exemple, créer un espace pour une discussion plus créative et engageante en posant à l'interlocuteur l'occasion, en donnant plutôt à l'interlocuteur l'occasion de partager ses idées et d'explorer des sujets plus en profondeur. Exemple, comment voyez-vous les implications à long terme de cette décision? Et comme on a dit, elle stimule la créativité, elle encourage l'interlocuteur à penser de manière imaginative, à explorer des solutions innovantes ou à envisager des possibilités alternatives. Par exemple, on peut dire, quelles idées nouvelles pourriez-vous apporter à ce projet? Le deuxième point, c'est le questionnement fermé.
Donc le questionnement, c'est une technique de questionnement qui vise à obtenir une réponse concise et spécifique, généralement par oui ou non, ou avec une réponse précise. Les questions fermées sont utiles pour obtenir des informations précises, confirmer les faits ou restreindre les possibilités de réponse. Les caractéristiques de ce type de questionnement fermé, donc c'est des réponses courtes. Lorsqu'on est devant un choix entre une liste de réponses, on choisit directement la réponse qu'il faut. Par exemple, préfères-tu le café ou le thé? Donc on décide directement. Elle permet de vérifier les faits. Donc en fait, c'est pour confirmer des informations factuelles ou obtenir des réponses claires et précises. Par exemple, as-tu assisté à la réunion hier matin? Directement, avec oui ou non. Et c'est une manière de gagner le temps, c'est-à-dire ça permet d'obtenir rapidement des informations spécifiques, ce qui peut être utile dans le temps, lorsque le temps est limité. Par exemple, est-ce que tu seras disponible demain après-midi? Directement. Donc la troisième catégorie, c'est les questions relais. Ce sont des questions qui sont posées pour encourager et faciliter la poursuite de la discussion ou approfondir un sujet particulier. Elles sont utilisées pour montrer à l'interlocuteur que vous êtes attentif à ses propos et que vous souhaitez encore plus, en savoir plus. Ils permettent d'approfondir la conversation et d'encourager l'interlocuteur à s'exprimer davantage. Cette question invite l'interlocuteur à imaginer ou à prévoir les développements futurs d'une situation, ce qui peut stimuler la réflexion prospective et encourager la discussion sur les scénarios possibles. Je vous donne ici quelques exemples de questions relais. Par exemple, pour les questions d'approfondissement, on peut dire « Pourriez-vous me donner plus de détails sur cette partie spécifique ?» Pour les questions clarification, « Pouvez-vous préciser ce que vous voulez dire par là ?» Pour les questions de conséquences, quelles seraient les implications de cette décision? Pour les questions de réflexion, qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience? Pour les questions de projection, comment pensez-vous que cette situation pourrait évoluer à l'avenir? Donc le troisième point, c'est-à-dire le troisième outil pour avoir une bonne écoute active, c'est les silences. C'est savoir pratiquer les silences. Bien souvent, les silences sont sous-estimés. Ce sont des éléments importants de la communication et peuvent être considérés comme des outils puissants lors d'un entretien ou d'une conversation. Ils sont régulièrement nécessaires et traduisent l'activité cognitive de la personne qui, connectée à son expérience, prend le temps d'y réfléchir en profondeur. Ils peuvent jouer différents rôles et avoir différentes significations en fonction du contexte et de la situation. Voici quelques aspects concernant les silences dans la communication. Les silences peuvent donner aux interlocuteurs un moment de réflexion pour traiter l'information, formuler leurs pensées ou trouver la meilleure réponse. Parfois, un silence peut être perçu comme une invitation à prendre la parole. Lorsqu'une personne fait une pause dans sa communication, cela peut être un signal pour l'autre qu'il est maintenant approprié de parler, d'ajouter des commentaires ou de poser des questions. Les silences peuvent également permettre aux interlocuteurs de traiter et d'assimiler l'information qui a été échangée. Cela donne l'occasion à chacun de comprendre et d'intégrer les idées et les perspectives de l'autre, favorisant ainsi une meilleure compréhension mutuelle. Les silences peuvent être révélateurs des émotions ressenties par les interlocuteurs. Parfois, un silence prolongé peut indiquer un malaise, une confusion, une réticence à aborder certains sujets. Cela peut être une occasion d'explorer ces émotions et d'encourager une communication plus ouverte et honnête. Peuvent être ou contribuer à la création d'un climat de confiance et de respect dans la communication. En permettant des moments de silence sans les combler immédiatement, on donne à l'autre personne le sentiment d'être entendue et respectée, ce qui favorise une communication plus profonde et authentique. Passons maintenant au langage corporel et les expressions faciales. La communication non verbale et paraverbale est très importante dans une communication. L'efficacité d'un message exprimé va passer à 7% par le verbal, à 38% par le paraverbal et à 55% par la communication non verbale. En tant qu'architecte, vous devez maîtriser différents canaux de communication
pour faire passer vos messages et comprendre les messages des autres. Regard, posture, gestes, tous ces éléments jouent un rôle fondamental dans la communication. Les mots sont bien entendu importants, mais la communication s'avère beaucoup plus impactante lorsque vous maîtrisez les outils apportés par la communication non verbale. Comprendre le langage corporel et les expressions faciales est essentiel pour une communication efficace. Ces éléments non verbaux transmettent souvent des informations importantes sur les émotions, les attitudes et les intentions de l'interlocuteur. Le langage corporel comprend des expressions faciales, le regard, les gestes, la posture et les mouvements du corps. Il peut nous aider à comprendre les autres et nous-mêmes. Et il nous fournit des informations sur la façon dont les gens peuvent se sentir dans une situation donnée. Donc, les expressions faciales, les gestes et les regards sont souvent identifiés comme les 3 principaux types de langage corporel. Mais d'autres aspects tels que la posture et la distance personnelle peuvent également être utilisés pour transmettre des informations. Comprendre le langage corporel est important, mais il est également essentiel de prêter attention à d'autres indices tels que le contexte. Les expressions faciales, notamment le visage, est un outil puissant pour exprimer nos émotions. Les sourires, les froncements de sourcils, les regards et les mouvements des muscles faciaux peuvent donner des indications sur l'état émotionnel d'une personne. Le sourire est généralement associé à la joie, la satisfaction, l'amitié ou l'approbation. Il peut exprimer un sentiment positif et créer une atmosphère chaleureuse. Le froncement de sourcils indique souvent la confusion, l'inquiétude, le mécontentement ou la concentration intense. Cela peut refléter une émotion négative ou une réflexion profonde. Un regard fixe peut indiquer l'attention, l'intérêt ou la concentration. C'est souvent un signe d'écoute active et de connexion avec l'interlocuteur. Des yeux écarquillés peuvent exprimer la surprise, l'étonnement ou l'incrédulité. Cela peut être une réaction à quelque chose de choquant ou d'inattendu. Le mouvement des sourcils peut être utilisé pour exprimer diverses émotions, telles que l'étonnement, le doute, le sceptisme ou l'amusement. Par exemple, lever un sourcil peut indiquer l'incrédulité ou l'interrogation. Une grimace est souvent associée à une gêne, une douleur ou une désapprobation. Elle peut refléter un malaise physique ou émotionnel. Une bouche ouverte peut exprimer la surprise, l'étonnement ou la stupéfaction. Cela peut être une réaction à quelque chose d'inattendu ou de choquant. Parfois les lèvres pincées, cela peut signaler la retenue, la désapprobation ou la frustration. Cela peut indiquer que la personne n'est pas d'accord ou n'approuve pas ce qui est dit. Donc, quelques émotions sur les expressions faciales. C'est-à-dire à partir du visage, on peut comprendre, que cette personne, elle est triste. C'est-à-dire, on peut voir soit le bonheur, la tristesse, la colère, la surprise, le dégoût, la peur, la confusion, l'excitation, le désir et le mépris. Donc, il est important de noter que l'interprétation des expressions faciales peut varier d'une personne à l'autre. Il est donc essentiel de prendre en compte le contexte, les signaux non verbaux supplémentaires et de vérifier avec l'interlocuteur pour une compréhension plus précise. Passons maintenant aux significations des mouvements des yeux. Elles jouent un rôle essentiel dans la communication non verbale. Ils peuvent révéler des émotions, des intentions, des attitudes. Lorsque vous engagez une conversation avec une autre personne, il est primordial d'être attentif sur son langage corporel, notamment celui des yeux. Vérifiez si la personne établit un contact visuel direct ou pas avec vous, si elle cligne les yeux plus que la normale ou si ses pupilles sont dilatées. Voici quelques éléments à prendre en compte concernant les yeux dans une communication. Comme je viens de le dire, c'est le contact visuel. Donc, c'est une forme importante de communication car elle peut signifier l'intérêt, de l'attention et de l'engagement envers l'interlocuteur.
Il peut également transmettre un sentiment de confiance et de connexion. En effet, lorsqu'une personne vous regarde directement dans les yeux pendant une conversation, cela indique qu'elle est intéressée et attentive. Cependant, un contact visuel prolongé peut sembler menaçant. D'un autre côté, rompre le contact visuel et détourner fréquemment le regard peut indiquer que la personne est distraite, mal à l'aise ou qu'elle essaye de dissimuler ses vrais sentiments. Quant au clignement des yeux, ils peuvent exprimer différentes émotions. Cligner les yeux est naturel, mais vous devez également faire attention à savoir si une personne clignote trop ou peu. Par exemple, les clignements fréquents peuvent indiquer de l'anxiété, du stress ou de la névrosité. Les personnes clignent souvent les yeux plus rapidement lorsqu'elles se sentent angoissées ou mal à l'aise. D'autre part, un clignement long et détendu peut indiquer une détente ou une relaxation. Donc un clignement peu fréquent peut indiquer qu'une personne essaie intentionnellement de contrôler ses mouvements oculaires. Quant à la taille de la pupille, elle peut être un signal de communication non verbale très subtil, alors que les niveaux de lumière dans l'environnement contrôlent la dilatation de la pupille. Parfois, les émotions peuvent également provoquer de petits changements dans la taille de la pupille. Des yeux très dilatés peuvent indiquer qu'une personne est intéressée ou même excitée. L'écarquillement des yeux peut signaler la surprise, l'étonnement ou l'incrédulité. Des yeux grands ouverts peuvent également être utilisés pour exprimer l'attention ou la fascination. Si vous avez une personne dont le regard est fuyant, sachez que cette personne elle évite le contact visuel avec vous. Ça peut indiquer aussi de la timidité, de l'embarras, de la gêne ou un manque de confiance. Cela peut aussi signaler une tentative de dissimulation ou d'évitement. Si vous avez en face une personne qui détourne son regard, cela peut signifier du désintérêt, c'est-à-dire le désaccord ou le désengagement. Cela peut indiquer que la personne n'est pas intéressée par la conversation ou qu'elle souhaite mettre fin à l'interaction. Si vous avez par exemple une personne qui est devant vous, dont le regard est dirigé vers une personne ou un sujet spécifique, ou un objet plutôt spécifique, peut indiquer que cette personne elle a de l'intérêt, elle est curieuse sur cet objet ou ce truc, et voilà. Donc cela peut signaler que la personne souhaite en savoir plus et qu'elle est attirée par cette chose. Passons à autre chose, les mouvements oculaires, c'est-à-dire les yeux. C'est vrai, il y a les yeux qui travaillent, mais à l'intérieur aussi, c'est-à-dire les mouvements oculaires, tels que le mouvement rapide d'un côté à l'autre, peuvent indiquer une recherche active d'informations, une réflexion intense. La PNL, programmation neurolinguistique, découpe les mouvements des yeux en 6 directions. Chaque direction est associée à une clé d'accès sensoriel. L'acronyme VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactive, gustative, est souvent utilisé pour évoquer ces clés d'accès sensoriel. Si vous avez un mouvement, par exemple, en haut à droite, donc ce qu'on appelle le visuel construit, la personne construit une nouvelle image, par exemple, imaginez sa grand-mère en train de sauter en parachute. En haut à gauche, visuel remémoré. Donc la personne se souvient d'une image connue, par exemple se souvenir de son dernier cadeau d'anniversaire. Latéralement à droite, auditif construit. La personne construit un nouveau son, par exemple, imaginez le son d'un mot à l'envers. Latéralement à gauche, auditif remémoré. La personne se souvient d'un son, par exemple l'ancien sonnerie de son portable. En bas à droite, kinesthésique, la personne fait attention au toucher, aux sensations, par exemple remarquer la température de ses doigts. En bas à gauche, auditif interne ou dialogue interne, la personne se parle intérieurement, par exemple se demander ce que l'on veut faire. Donc, on peut dire que les yeux jouent un rôle crucial dans nos interactions sociales. Non seulement ils nous permettent d'exprimer nos pensées, nos humeurs et nos émotions, mais ils nous permettent également de comprendre les autres.
Le comportement des yeux peut nous aider à lire dans l'esprit de quelqu'un. C'est pourquoi nous établissons d'abord un contact visuel chaque fois que nous rencontrons quelqu'un. Passons au troisième point, c'est la signification des mouvements de la bouche. Donc, c'est un élément très important dans la communication non verbale. Il peut transmettre des émotions, des intentions et des attitudes. Identiquement, voilà. Donc les expressions et le mouvement. Donc les expressions et les mouvements peuvent également être essentiels à la lecture du langage corporel. Lors de l'évaluation du langage corporel, faites attention aux signaux suivants de la bouche et des lèvres. Par exemple, le sourire est peut-être l'un des grands signaux du langage corporel, mais les sourires peuvent aussi être interprétés de plusieurs façons. Un sourire est souvent associé à la joie, au bonheur, à l'amitié ou à l'approbation. Il peut indiquer un état d'esprit positif et favoriser une atmosphère chaleureuse et accueillante. Un sourire peut être authentique ou il peut être utilisé pour exprimer un faux bonheur, du sarcasme ou même du cynisme. Un frémissement des lèvres peut exprimer la gêne, l'incertitude ou le malaise. Cela peut indiquer que la personne est mal à l'aise avec la situation ou le sujet de discussion. Des lèvres pincées peuvent signaler la retenue, la frustration les désaccords. Cela peut indiquer que la personne n'est pas d'accord avec ce qui est dit ou qu'elle est mécontente de la situation. Serrer les lèvres peut être un indicateur de dégoût, de désapprobation ou de méfiance. Mordre ou lécher les lèvres peut être un signe de nervosité, de tension ou d'anxiété. Cela peut indiquer que la personne est préoccupée ou mal à l'aise dans la situation. Les gens se mordent parfois les lèvres lorsqu'ils sont inquiets, anxieux ou stressés. Couvrir la bouche, lorsque les gens veulent cacher une réaction émotionnelle, ils peuvent se couvrir la bouche afin d'éviter d'afficher les sourires, des sourires ou des sourires narquois. Bouche tournée vers le haut ou vers le bas, donc c'est-à-dire on constate de légers changements dans la bouche, peuvent également être des indicateurs subtils de ce qu'une personne ressent. Lorsque la bouche est légèrement retroussée, cela peut signifier que la personne se sent heureuse ou optimiste. D'autre part, une bouche légèrement tournée vers le bas peut être un indicateur de tristesse, de désapprobation ou même d'une grimace pure et simple. Un bâillement ou un soupir peut indiquer l'ennui, la fatigue ou le désintérêt. Cela peut être un signe que la personne n'est pas pleinement engagée dans la conversation ou qu'elle se désengage. Une bouche fermée, par contre, peut indiquer la retenue, l'écoute attentive ou la réflexion. Cela peut signaler que la personne est en train de réfléchir avant de répondre ou qu'elle est en train de prendre en compte les informations qui lui sont présentées. La gestuelle fait référence à l'ensemble des mouvements du corps, en particulier des mains, des bras, du visage, utilisés pour communiquer des informations, exprimer des émotions ou accompagner la parole. C'est un langage non verbal qui permet de transmettre des messages, des sentiments et des intentions sans avoir à recourir aux mots. Voici quelques exemples courants de gestes et de leur signification potentielle. Par exemple, repousser ses épaules peut démontrer de la puissance et du courage. Les bras ouverts signifient que l'on est à l'aise, d'être rapproché et déposé à parler, à communiquer. Les bras croisés montrent qu'il y a une sorte de barricade entre eux et les autres personnes et indiquent l'insatisfaction. Reposer des bras derrière son cou montre qu'il est ouvert à ce qui est discuté et intéressé à écouter davantage. Pointer son doigt peut être interprété comme de l'agressivité ou de l'affirmation de soi. En tout cas, il y en a plusieurs, c'est-à-dire c'est à vous de chercher la signification de chaque geste. Par exemple, le hochement de tête peut avoir différentes significations en fonction du contexte. Il peut exprimer l'accord, l'approbation, la compréhension ou l'encouragement.
Cependant, il peut également être utilisé pour montrer l'écoute active ou simplement pour signaler l'intention. Si vous avez par exemple, si vous voyez une poignée de main fermée et solide, c'est souvent associé à la confiance, à l'assurance et à l'engagement. Elle peut transmettre un sentiment de respect et d'ouverture dans une interaction sociale ou professionnelle. Le mouvement de la main d'une manière générale peuvent être utilisés pour illustrer ou souligner des points lors de la conversation. Par exemple, pointer du doigt pour indiquer une direction ou faire des gestes de la main pour accompagner une histoire ou une explication. Un point fermé peut indiquer de la colère sans, dans certaines situations, de la solidarité dans d'autres. Un pouce levé et un pouce baissé sont souvent utilisés comme gestes d'approbation ou de désapprobation. Voilà, donc par exemple, les bras et les jambes, si par exemple les mouvements des bras et des jambes font partie intégrante de la communication non verbale. Ils sont utiles pour transmettre des informations non verbales. Lorsque vous évaluez le langage corporel, prêtez attention à certains signaux, notamment les signaux qu'on va citer de suite. Par exemple, peuvent véhiculer des informations, voilà, que la personne ne le dit pas. Par exemple, si vous voyez les bras croisés, cela peut indiquer qu'une personne se sent sur la défensive, qu'elle se protège ou qu'elle est renfermée. Croisement des bras sur la poitrine peut indiquer une réserve, une méfiance ou une protection. Cela peut être interprété comme une barrière émotionnelle ou un signe de fermeture. Si, par exemple, vous voyez une personne qui a les bras ouverts et détendus, vous pouvez comprendre, ou cela peut signaler une attitude accueillante, une ouverture à l'interaction ou une disponibilité à écouter. Le mouvement des bras, d'une manière générale, peuvent être utilisés pour accompagner la parole et souligner des points importants. Des gestes amples et expressifs peuvent indiquer une implication émotionnelle ou une démonstration visuelle. Par exemple, se tenir debout avec les mains placées sur la hanche peut être une indication qu'une personne est prête et en contrôle. Et cela peut aussi éventuellement être un signe d'agressivité. Joindre les mains derrière le dos peut indiquer qu'une personne se sent ennuyée, anxieuse ou même en colère. Taper rapidement des doigts, ou agiter, ou s'agiter peut être un signe d'une personne qui s'ennuie, une personne qui est impatiente ou frustrée. Le croisement des jambes peut indiquer une attitude de détente ou de confort. Cependant, dans certaines situations, cela peut également être perçu comme une barrière ou un signe de réserve. Le tapotement des pieds ou des jambes peut indiquer de l'impatience, de l'agitation ou du stress. Cela peut refléter une envie d'agir ou un état d'irritation. Jambes croisées et pointées vers l'extérieur, cette posture peut indiquer une attitude ouverte, une implication et intérêt dans la conversation ou l'interaction. Jambes tendues et pointées vers l'avant, cette posture peut signaler une attention focalisée, une implication active ou une position d'autorité. Les jambes pliées et serrées, réticence ou désaccord, lorsque les jambes sont de cette façon-là, cela peut indiquer une réticence ou un désaccord avec ce qui se dit ou se passe. Cela peut être interprété comme une barrière émotionnelle ou un signe de désaccord. La tension ou inconfort, cette position peut également refléter une certaine tension ou un inconfort émotionnel. La personne peut ressentir du stress, de l'anxiété ou de l'agitation, ce qui se manifeste par la contraction des jambes. Besoin de se sentir protégé, certaines personnes plient et serrent leurs jambes pour se sentir plus protégées ou en sécurité. Cela peut être un moyen de se créer une sorte de barrière entre elles et leur environnement. Sentiment d'insécurité et de vulnérabilité, cette position peut également signaler un sentiment d'insécurité
ou de vulnérabilité, la personne peut ressentir le besoin de se replier sur elle-même et se protéger émotionnellement. Le terme posture fait référence à la façon dont nous tenons notre corps ainsi qu'à la forme physique globale de l'individu. La posture peut transmettre une ligne d'informations sur la façon dont une personne se sent ainsi que des indices sur les caractéristiques de la personnalité, telles qu'une personne confiante, ouverte ou soumise. Lorsque vous essayez de lire le langage corporel, essayez de remarquer certains des signaux que la posture d'une personne peut envoyer. Voici quelques postures du corps courant, les postures courantes et leur signification potentielle. Par exemple, une posture droite et ouverte, avec les épaules légèrement reculées, et le corps ouvert peut indiquer une confiance, une assurance et une attitude positive. Cela peut signaler l'ouverture et la communication et la volonté d'engager avec les autres. Une posture ouverte consiste à garder le tronc du corps ouvert et exposé. Ce type de posture indique la convivialité, l'ouverture et la volonté. La posture fermée consiste à cacher le tronc du corps, souvent en se penchant en avant et en gardant les bras et les jambes croisés. Ce type de posture peut être un indicateur d'hostilité et d'anxiété. Une posture affaissée ou voûtée peut suggérer une attitude de retrait, de soumission ou de tristesse. Cela peut refléter un manque de confiance en soi ou un sentiment d'insécurité. Une posture tendue ou rigide, avec des muscles tendus, peut indiquer une névrosité, une tension ou un inconfort. Cela peut être observé lorsque quelqu'un se sent sous pression ou en situation de stress. Une posture en mouvement constant, avec des gestes fréquents ou des changements de position fréquents, peut indiquer de l'agitation, de l'impatience ou de l'excitation. Cela peut refléter une énergie élevée ou un niveau d'engagement élevé dans une conversation ou une activité. Une posture croisée au niveau des bras ou des jambes, cela peut être interprété comme une barrière émotionnelle ou une fermeture à la communication. Cela peut indiquer une certaine réserve ou un désaccord. Une posture orientée vers l'interlocuteur, en faisant face directement ou en inclinant légèrement le corps dans sa direction, cela peut signaler un intérêt, une attention et une implication dans la conversation. S'asseoir droit, d'une manière droite, peut indiquer qu'une personne est concentrée et prête attention à ce qui se passe. Assis avec le corps penché en avant, peut indiquer que la personne est ennuyée ou indifférente. La synchronisation non verbale peut offrir plusieurs avantages et intérêts. Voici quelques raisons pour lesquelles la synchronisation non verbale peut être bénéfique. Premier point, c'est l'établissement d'une connexion. Donc, en reflétant certains comportements non verbaux de l'autre personne, vous montrez votre intérêt, votre écoute active et votre engagement dans la conversation. La synchronisation non verbale peut renforcer la communication en créant un langage corporel harmonieux avec les personnes. Lorsque les comportements non verbaux sont alignés, cela facilite la compréhension mutuelle et réduit les risques de malentendus. Vous pouvez créer aussi par la synchronisation un climat de confiance. Cela peut contribuer à instaurer un climat de confiance entre vous, en montrant votre volonté de vous adapter à son langage corporel et en établissant une harmonie comportementale. Vous pouvez aider à renforcer la confiance et à favoriser une communication ouverte. Cela peut faciliter en fait l'empathie entre vous, en reflétant les expressions faciales, les gestes ou les postures de l'autre personne. Vous montrez que vous comprenez ses émotions, que vous êtes connecté à son expérience. Cela peut contribuer à créer un environnement où chacun se sent entendu et compris. Cela peut aider à améliorer la relation interpersonnelle, quelles que soient vos relations. Donc, ça peut renforcer les liens interpersonnels en créant une dynamique positive et harmonieuse lorsque les comportements
non-verbaux sont synchronisés, cela peut renforcer le sentiment de coopération, de collaboration et d'affinité entre les individus, favorisant ainsi des relations plus solides et durables. Pour réussir à vous synchroniser avec votre interlocuteur, il faut tenir compte de plusieurs points. La proxémie, le corps, la moitié du corps, c'est-à-dire soit le bas, soit le haut, ça dépend, voilà, les gestes qu'il fait, votre angle de tête, votre épaule, les gestes d'une manière générale, le mouvement, la respiration et les caractéristiques vocales. Donc pour le premier point, la proxémie, il faut adopter la bonne distance physique face à votre interlocuteur. Pour le corps, il faut ajuster votre posture sur celle du corps de la personne. Soit par exemple la moitié du corps, donc il faut adopter en fait la partie supérieure ou inférieure, tout dépend du cas, enfin du comportement ou de la gestuelle de votre interlocuteur, selon la posture de votre interlocuteur. Donc il faut reproduire la position de la tête, le mouvement des épaules, les gestes d'une manière générale. Il faut reproduire les mêmes gestes, par exemple dans les bras, repliés, mains ouvertes, tête inclinée, etc. Pour les mouvements, donc il faut reproduire un comportement rythmique, exemple hochement de tête, si le cas nécessite voilà de le faire. Pour la respiration, il faut ajuster votre respiration selon voilà la respiration de votre interlocuteur. Et il faut reproduire la tonalité, le rythme et le volume de la voix de votre interlocuteur. Il ne faut pas, par exemple, parler avec une voix très haute alors que votre interlocuteur parle doucement. Donc il faut adapter ces cordes vocales avec celles de votre interlocuteur. Voilà, vous savez tout sur les techniques et outils d'une bonne écoute active. Je vous propose maintenant d'évaluer vos connaissances à travers un quiz de 5 questions. C'est à vous. Voilà, nous arrivons à la fin de notre module. Nous avons vu ensemble qu'un architecte peut améliorer son écoute active en mettant en pratique certaines techniques et en développant des compétences spécifiques. Lorsqu'un client ou un collègue parle, l'architecte doit se concentrer entièrement sur ce qu'il dit sans se laisser distraire par d'autres pensées ou tâches en cours.
Il faut éviter les interruptions et les jugements prématurés pour comprendre pleinement les besoins et les préoccupations de l'autre personne. Il est important pour vous de mettre de côté vos préjugés ou vos idées préconçues lorsque vous écoutez les autres. Être ouvert d'esprit permet de mieux comprendre les besoins spécifiques de chaque client ou collaborateur. Nous avons vu que l'écoute active ne se limite pas aux mots prononcés. En tant qu'architecte, vous devez être attentif aux émotions et aux non-dits de l'interlocuteur. Les émotions peuvent donner des indications importantes sur ce que la personne ressent réellement et sur ses motivations profondes. Les questions ouvertes encouragent l'interlocuteur à s'exprimer davantage et à fournir des informations détaillées. Plutôt que de poser des questions qui demandent une réponse simple, oui ou non, vous pouvez utiliser des questions ouvertes qui commencent par comment, pourquoi, que pensez-vous, etc., etc. Pour s'assurer qu'il a compris les informations fournies, vous devez résumer ce que vous avez entendu ou reformuler les points clés. Cela permet de clarifier les idées et de montrer à l'interlocuteur qu'il est écouté attentivement. Vous devez montrer également de l'empathie envers votre interlocuteur. Le langage corporel de l'interlocuteur peut apporter des informations supplémentaires sur son état émotionnel et ses intentions. En tant qu'architecte, vous devez être attentif aux signaux non-verbaux pour comprendre, compléter votre compréhension de la situation. Donc, en développement ou en mettant en œuvre ces techniques d'écoute active, que ce soit avec des clients, des collègues ou des membres de votre équipe, vous pouvez améliorer votre capacité à comprendre les besoins et les attentes des clients, à renforcer la communication avec les parties prenantes et à créer des projets plus en phase avec les exigences spécifiques de chaque projet.